court dans le monde entier. Des histoires ahurissantes qui se propagent à la vitesse de l'éclair et qui évoluent jusqu'à ce qu'on ne distingue plus le mythe de la réalité. Au sommaire aujourd'hui, quand la réalité dépasse la fiction. 3 récits, 3 histoires folles où l'invraisemblable et le probable se confondent. Une Péruvienne va vivre une nuit d'horreur. En Floride, un pêcheur nous raconte une histoire digne du port de Marseille. Et pour finir, une équipe de football américain écope d'un carton rouge lors d'une soirée de bizutage. 3 histoires. Certaines sont vraies, lesquelles? Regardez attentivement, vous le saurez à la fin de l'émission. Notre première histoire s'intitule « Dans la peau d'une victime ». Susana Juarez habite une petite bourgade d'Amérique du Sud. Ici, tout le monde se connaît et personne ne peut imaginer qu'il puisse lui arriver quoi que ce soit. Jusqu'à cette terrible nuit. Il ne se passe jamais rien dans le village. Au pire, quelquefois, des gens finissent complètement ivres au bar, ou quelqu'un vole une pomme, mais jamais rien d'aussi grave. Pourtant, cette communauté soudée n'a pu protéger Susana du cauchemar qu'elle a vécu en 2008. Tout était confus. J'avais la nausée. Et je ne pensais qu'à une chose, m'enfuir. Dans la bourgade d'Huanaco, au Pérou, les étrangers sont rares. Alors, à l'automne 2008, on remarque rapidement ces inconnus qui logent aux environs d'Huanaco. Ils venaient du Brésil. C'étaient des scientifiques qui cherchaient des plantes médicinales. Ils ne venaient presque jamais au village. Ils n'allaient que dans les bars. Quand ils viennent en ville, les Brésiliens dépensent sans compter. Ils paient des tournées, s'attirant ainsi la sympathie des habitants. Un soir, les amis de Susana décident d'en profiter. Mais la jeune femme est réticente. Je travaillais tôt le lendemain matin. Mais mon ami Tito m'a dit « Mais si, allez, on y va ». Susana cède. Pour finir, elle passe un bon moment en compagnie de ses amis et des Brésiliens. Ils nous ont payé des tournées de bière. Et quand on boit, on est copains avec le monde entier. Plus tard dans la nuit, Susana et ses amis acceptent d'accompagner les Brésiliens à leur logement dans la jungle pour continuer à boire. J'étais avec Lorenzo et Tito. Je savais qu'ils me protégeraient en cas de problème. On est entré dans la baraque. J'ai voulu aller aux toilettes, mais ils m'ont dit « Non, pas par là ». Ils avaient l'air très inquiets. La pièce voisine abrite les plantes des chercheurs et l'accès est rigoureusement interdit. Susana va tout de même aux toilettes. À son retour, la nuit va basculer. Lorenzo et Tito ont encore bu 2 ou 3 verres, je crois. Moi, je n'en ai bu qu'un. Je n'en pouvais plus. Et puis, je ne me souviens plus de rien. Susana et ses amis ont été drogués. Quand elle se réveille, elle est en plein cauchemar. J'aurais voulu hurler. Ce qu'ils lui ont fait, c'était terrible. Susana est obligée d'assister à la torture que les Brésiliens réservent à Tito. Un traitement plus effrayant encore qu'un meurtre. Ils ont allumé une sorte de feu sous ses pieds. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Quel est le but de cet étrange rituel? Susana craint de connaître une mort aussi affreuse que celle de son ami. Je les ai entendus dire quelque chose comme « Après, on passe à la fille ». Mais Susana a une chance incroyable. Les hommes quittent la pièce. J'ai trouvé un objet métallique. J'ai passé la corde dessus pour essayer de la trancher. Sera-t-elle assez rapide? Les hommes doivent être juste à côté. Ils vont bientôt revenir.
J'ai essayé de réveiller Tito, mais il n'y avait rien à faire. Susana est face à un dilemme, se sauver ou mourir en essayant de sauver Tito. Elle choisit de vivre. Je ne pensais qu'à une chose, courir, courir. Au poste de police, personne ne croit à cette histoire abracadabrante. Elle avait l'air perdue et ivre. C'est pour ça qu'on ne l'a pas cru. Miguel Alvarez contacte tout de même son supérieur pour lui faire part du récit de Susana. La réponse est stupéfiante. Il m'a dit qu'il détenait des informations venant d'Interpol. Apparemment, la même chose était arrivée en Suisse. L'information est ahurissante. Les Brésiliens ont tué des gens de la région pour récupérer leur graisse corporelle. Un produit très recherché dans le secteur cosmétique pour ses propriétés anti-âge. Au marché noir, il se vend à des milliers d'euros le litre. Malheureusement, il est trop tard pour sauver Tito. Et ses meurtriers ont disparu. C'était une scène atroce. Et manifestement, ils avaient quitté le pays. Susana a eu la chance d'en réchapper, mais le souvenir de cette nuit de terreur la poursuivra à jamais. Je fais des cauchemars. Le soir, dans mon lit, je pense à ce que j'aurais pu ou dû faire. Mais c'est trop tard. La beauté a un prix. Ce prix, les amis de Susana l'ont payé de leur vie. Cette histoire est-elle vraiment arrivée ou n'est-ce qu'un tissu de mensonges? Vous le saurez à la fin de l'émission. Mais auparavant, voici une mini-légende. Mini-légende numéro 965. La vache qui sautait au-dessus de la lune. Dans le Somerset, en Angleterre, Meryl Jones trouve le toit de sa maison très endommagé. Elle pense tout de suite à un cambriolage, mais ne trouve pas de traces du passage de voleurs. Son voisin lui raconte alors une histoire étonnante. Il regardait par la fenêtre quand il a vu une vache faire un saut de 2 mètres et atterrir sur le toit qui s'est affaissé sous son poids. La vache. Alors, vraie prouesse bovine ou rumeur de troupeau? C'est complètement vrai. On l'ignore souvent, mais les vaches sont capables de sauter à plus de 2 mètres de haut. Pourquoi le font-elles? Ça, mystère. Légendes urbaines, ce sont 3 histoires extraordinaires. À vous de distinguer celles marquées du sceau de la vérité et celles qui sont de simples mystifications. Nous venons de vous raconter l'histoire de Susana Juarez et sa fuite inespérée loin des voleurs de graisse humaine. Légende ou vérité? Vous le saurez à la fin de cet épisode. Mais passons à l'histoire suivante. Une pêche miraculeuse. Quand le quotidien devient trop stressant, Eric Bartos part en mer pour se détendre. Pour moi, c'est un peu comme la messe. Quand je pêche, je me sens en paix avec moi-même. Mais en janvier 2005, cette paix a été rompue. Eric a fait une prise extraordinaire. Je n'en croyais pas mes yeux. Quand j'y repense, j'en tremble encore. On a traité les pêcheurs de menteurs et d'affabulateurs. Pourtant, cette prise a changé la vie de l'un d'entre eux. L'histoire commence au large des côtes de Floride. Nous sommes en 2002, une année très douloureuse pour Eric. Eric, tu es leur père. Conduis-toi comme tel. J'étais en instance de divorce. J'étais au fond du trou. La pêche est la seule échappatoire d'Eric. Et sa passion, c'est d'attraper des marlins, les poissons les plus rapides de l'océan. Mais aujourd'hui, Eric a envie de marquer le coup et de faire quelque chose d'assez inhabituel. Il a dit « Je suis quasiment divorcé et je ne veux plus porter cette alliance. » Vous savez quoi? Regardez!
Je me suis dit que ça irait bien sur le rostre du marlin. Je voulais relâcher le poisson et passer à autre chose. Un sourire. C'était sa vraie passion. Il aimait davantage la mer que sa femme à ce moment-là. Mais la décision d'Eric va trouver la vérité du dicton « On récolte ce que l'on sème ». 2 ans plus tard, Eric est divorcé. La façon dont il s'est débarrassé de sa bague ne semble pas lui avoir porté chance. On s'entendait plutôt mal avec mon ex-femme. Il y avait beaucoup de rancœur entre nous. Les enfants nous voyaient nous disputer et c'était dur pour eux. Pour se vider la tête, il lui reste la pêche. Mais ce jour-là, la sortie n'est pas brillante. Les pêcheurs sont bredouilles, alors ils s'en remettent à la superstition. Il a suivi une tradition costaricaine. Il a embrassé l'appât. C'est un baiser qu'il n'oubliera jamais. À ce moment-là, j'ai vu une ombre s'approcher. Le poisson a mordu à l'appât et il bataille avec véhémence. On l'a enfin tiré de l'eau et j'ai vu que c'était un marlin, tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf que son bec brillait. Je me suis dit non, c'est le poisson à l'Alliance. C'est pas croyable. C'est le poisson à l'Alliance. J'étais complètement abasourdi. On s'est tous regardés. On n'arrivait pas à y croire. La chose semble impossible. Le même poisson et les mêmes pêcheurs se sont retrouvés au même endroit. C'est une incroyable coïncidence. Ces poissons migrent sans doute du Mexique à la Floride tous les ans. Ils peuvent nager à près de 120 km/h. Si on était sorti le lendemain ou la veille, ce poisson aurait été à 30 km plus au nord ou plus au sud. On a plus de chances de gagner à la loterie que de tomber sur la même bête. Mais une fois le poisson à bord, les pêcheurs ne sont pas d'accord. On le remet à l'eau. T'es fou. Sinon, personne ne nous croira. Il faut le tuer. Eric refuse. Pour moi, ce poisson méritait de retrouver l'océan. Mais il veut récupérer sa bague. Je l'ai remise à mon doigt pour ne pas la perdre. J'étais très troublé par cette coïncidence. La capture du poisson à l'Alliance va avoir des conséquences. L'ex-femme d'Eric découvre l'histoire de la bague dans le journal local. Elle ne savait pas que j'avais passé ma bague autour du rostre d'un poisson. Je l'avais dit qu'à quelques amis. La magie de l'histoire fait son effet. Elle m'a appelé après avoir lu l'histoire. C'était vrai? Eric est très surpris. Sa femme ne lui en veut pas. Elle m'a dit qu'elle y voyait un signe de paix. J'étais soulagé. J'ai senti que notre relation allait s'améliorer et ma vie et celle des enfants aussi. Mais comment cela a-t-il pu se produire? Comment la bague a-t-elle pu lui revenir et changer le cours de sa vie? Eric a son explication bien à lui. Mon père était un pilote de la marine et ses cendres ont été dispersées dans l'océan. Ma mère est décédée des suites d'un cancer et nous avons également dispersé ses cendres dans l'Atlantique. Ce sont peut-être mes parents qui m'ont renvoyé cette bague. Un homme accroche son alliance à un poisson et ce même poisson la lui rapporte 2 ans plus tard pour guérir les plaies d'un divorce difficile. Est-ce qu'on vous mène en bateau? Un peu de patience, vous le saurez bientôt. Pour l'instant, écoutez donc cette mini-légende. Mini-légende numéro 213, une odeur de mort. Lors d'une soirée bien arrosée, Gary Preston entend dire que les survivants d'une crise cardiaque disent avoir senti une odeur de pain grillé juste avant de s'effondrer. Plus tard, en rentrant chez lui, Gary sent une odeur de pain brûlé. Or, il ne possède pas de grille-pain. Pris de panique, il serre sa poitrine et s'écroule à terre.
L'odeur vient en réalité d'un petit grille-pain que sa femme vient d'acheter et sur lequel elle fait des tartines. Trop tard, la peur a provoqué une véritable attaque cardiaque. Alors, vrai ou faux? C'est faux. Il existe beaucoup de légendes urbaines de ce type, mais aucune donnée scientifique n'a jamais établi de lien entre l'odeur de pain grillé et un cœur fragile. Légendes urbaines, ce sont 3 histoires extraordinaires. À vous de distinguer l'incroyable vérité du mensonge plausible. Pour l'instant, on a l'histoire de Susana Juarez qui a vu ses amis assassinés pour leur graisse corporelle. Et la coïncidence incroyable qui a permis à Éric Barthaud de remettre la main sur sa bague de mariage. L'une de ces 2 histoires est-elle vraie? Vous le saurez à la fin de l'émission. En attendant, voici notre dernière histoire. Elle s'intitule « Bizutage fatal ». Ray Richards est un véritable passionné de football américain. Il entraîne l'équipe du lycée de Falls City, dans l'Oregon, depuis 14 ans. On vieillit, et un jour, on ne peut plus jouer. Moi, je ne voulais pas raccrocher. Alors j'ai choisi d'entraîner les autres. Mais aucune victoire n'effacera jamais de sa mémoire la tragédie qu'il a vécue il y a 21 ans. Tous les ans, quand on part en stage avec l'équipe, je revois Ricky et tout ce qu'il a vécu. En 1989, Richard est en 4e année à l'université. Quand on arrive en fin de cycle universitaire, qu'on a l'occasion de pratiquer un sport qu'on adore et qu'on joue un rôle important dans l'équipe, ça donne un grand sentiment de satisfaction. Depuis le début de la saison, Richard est au top de sa forme. Pas question de laisser quoi que ce soit briser son élan. Et surtout pas un petit nouveau. Mais Ricky Whittle n'est pas un bleu comme les autres et il le sait. Dès le départ, il refuse d'être relégué avec les débutants. C'est le genre de type que les joueurs plus âgés regardent en disant « Lui, il s'y croit un peu trop ». Les Bleus assurent! Les anciens vont bientôt avoir l'occasion de remettre Ricky à sa place lors de la soirée de bizutage. Fais gaffe à toi ce soir. Je suis trop bon pour vous, les mecs. Tout le monde doit passer par là. La plupart des gens qui pratiquent un sport de compétition l'ont sans doute vécu. C'est assez utile. Ça permet de créer un esprit d'équipe, une solidarité entre les joueurs. Ce soir-là, on leur avait préparé 2 ou 3 épreuves assez difficiles, et même dangereuses pour certaines. La nuit des bisous, c'est le point culminant du stage. Un rite d'initiation que les nouveaux doivent subir. On est entré dans le dortoir des nouveaux joueurs. On leur a bandé les yeux et on les a emmenés de force. Le bizutage est une tradition qu'on retrouve dans de nombreux sports d'équipe. Il permet de souder les joueurs et d'intégrer les nouveaux. Chaque joueur a une responsabilité précise. Et il faut que chacun puisse faire totalement confiance à l'autre. La plupart des petits nouveaux jouent le jeu. Ricky reste muet et indifférent. Ce type de comportement peut agacer les anciens. Du coup, il devient leur bouc émissaire. Les épreuves destinées à créer une confiance mutuelle sont au cœur du bizutage. Elles sont généralement inoffensives. On a assis les bleus sur une échelle avec 2 mètres de papier toilette coincés dans les fesses. Et on y a mis le feu. Dans ce cas-là, le petit nouveau n'a pas le choix. Il doit faire confiance aux anciens pour qu'ils éteignent la flamme à temps. Mais une fois de plus, Ricky reste distant. Cette attitude négative va lui coûter cher. Personne n'oubliera de sitôt l'épreuve suivante.
On a emmené les petits jeunes sur un toit plat. T'as pas le vertige, hein? On devait être à 60 mètres de haut. Les joueurs n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. J'y vois rien. J'ai pas envie de faire ça! Un faux mouvement et les Bleus font une chute de 20 étages. On leur a demandé de rester sur la pointe des pieds 30 secondes, en espérant qu'ils ne tomberaient pas. Ricky était très réticent. Les anciens veulent montrer à Ricky qui commande dans l'équipe. En fait, ils n'étaient pas du tout en danger. Ils étaient simplement juchés sur une boîte. On s'est dit, là, on va lui faire peur. Mais Ricky ne se relève pas. Apparemment, c'est à lui de jouer un mauvais tour aux autres. On a attendu quelques secondes. On était sûr qu'il nous faisait une blague. On le montrait du doigt, on se marrait, on trouvait ça très drôle. Mais est-ce vraiment une plaisanterie? Est-ce que le bizutage n'aurait pas mal tourné? On lui a secoué l'épaule, mais il ne bougeait pas. Quelqu'un a essayé de le réanimer, mais rien n'y faisait. Et c'est seulement quand les secours sont arrivés qu'on a compris qu'il était mort. Il avait le cœur fragile. Il n'a pas supporté cette peur. On pensait qu'il nous faisait une blague, mais ce n'était pas le cas. Une nuit destinée à souder une équipe se termine en tragédie. La plaisanterie inoffensive a tué un homme. Alors, êtes-vous prêt à vous laisser convaincre ou est-ce une histoire à dormir debout? Il est temps de révéler la vérité sur nos 3 histoires abracadabrantes. Et tout d'abord, la nuit de cauchemar de Susana Juarez, qui a failli finir dans un tube de produits de beauté. Réalité ou fiction? J'ai encore une chose à dire. Cette histoire n'est qu'un gros mensonge. Ce conte populaire péruvien vient d'une méfiance traditionnelle à l'égard des étrangers qui remonte au temps des conquistadors. Ensuite, c'est le récit d'Éric Bartos, qui a retrouvé le poisson auquel il avait confié sa bague. Est-ce vraiment arrivé? Je m'appelle Éric Bartos et cette bague n'est pas une blague. Personne n'a cru les pêcheurs. Pour prouver son histoire, Éric s'est soumis au détecteur de mensonges. Oui. Reste l'histoire de Gray Richards, celle de cette soirée destinée à souder une équipe qui s'est soldée par la mort d'un joueur. Est-elle vraie? Je ne m'appelle pas Gray Richards. Tout ça n'est jamais arrivé. Cette histoire est complètement fausse. C'est l'une des nombreuses légendes urbaines qui entourent le phénomène du bizutage. C'est la fin de cet épisode. Avez-vous su discerner la troublante vérité du mensonge plausible? Sinon, ne désespérez pas, vous aurez bientôt l'occasion de tester à nouveau votre jugement dans le prochain épisode de Légendes urbaines.